Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de start-up, de mon expérience dans la start-up. Qu'est-ce que j'en retire, aussi de qu'est-ce que j'en ai appris. Je suis très très attiré par l'écosystème de la start-up et des entrepreneurs dans la start-up et surtout des accompagnateurs, des mentors de la start-up qui sont connus comme Xavier Niel ou bien Oussama de The Family. Parce que c'est un monde vraiment très spécifique et où la créativité de l'entrepreneur est tout à fait acceptée ainsi que ses faiblesses. Alors, dans la startup, ok, parfait. Marie me dit que le son est ok. Ok. Dans la startup, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que quand on a un projet, généralement, ça nous, ça nous enthousiasme énormément. Et quand ça nous enthousiasme, bah, on a l'habitude de foncer dans le tas. Hop, je me permets juste de muter le son du micro de Brice dans Zoom. Je te l'activerai plus tard pour les questions-réponses. Aujourd'hui, il y a aussi un Zoom. Et donc, si jamais vous voulez rejoindre le Zoom pour discuter et parler après, faites-le savoir dans un chat et puis je vous le transférerai. Donc, on parle de Startup Nation. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de crise où il est bon de se réinventer et peut-être que vous avez une idée depuis très très longtemps et que vous voulez vous lancer. Bah, il n'y a rien de mieux qu'une startup. Alors, mais la principale leçon, euh, les principales leçons que je tire d'une startup, de mon expérience de startup, c'est que moi, j'étais pas codeur ni développeur. Et dès le départ, j'avais l'idée et j'ai voulu déléguer. Et ça, c'est ce qui m'a fait un peu le plus mal. Ça, c'était en 2012 ou 2013 déjà. J'avais créé une entreprise avec un ami et c'était une startup contre le gaspillage alimentaire. Voilà. C'est une application qui luttait contre le gaspillage alimentaire, contre les invendus, forçait les grandes enseignes à donner aux associations et les petits boulangeries, les petits magasins à vendre à moindre coût. Parce que quand on envoyait sur l'application j'ai envie de solder le reste de pain parce qu'à 19h je ferme, bah, quand on envoyait, ça envoyait dans un rayon de 5 km une notification à tout le monde pour avoir du pain à moins 70-80%. Et ça marchait plutôt bien parce qu'on a été incubé à Toulouse et ça marchait plutôt bien. Et la première chose qui nous a freiné, c'est que tous les deux, moi et mon cofondateur, on ne codait pas. Et quand on ne code pas dans ce milieu, c'est assez impitoyable. Euh, c'est assez impitoyable, donc euh, vous êtes obligé de prendre une personne externe. Et une personne externe, malheureusement, ça coûte de l'argent, ça fait le travail moins bien que vous parce que il est moins concerné, c'est pas son projet à lui. Donc c'est une application très défaillante qui a beaucoup de bugs et c'est pas très très réactif parce que ça fait peut-être 35-40 heures alors que dans la Startup Nation, c'est start-up, c'est commencer, décoller. Pour décoller, on peut pas. C'est comme quand on est dans un avion. Si un avion démarre à 10%, est-ce qu'il va décoller? Non. S'il démarre à 40%, est-ce qu'il va décoller? Toujours pas. Qu'en est-il s'il y va à 80%? Est-ce qu'un avion à 80% de sa puissance maximale peut décoller? Non, il va rentrer dans l'arbre ou dans le bâtiment qui est devant lui. Alors, comment fait l'arbre pour réussir, l'avion pour réussir à décoller? Il faut qu'il soit à 100%. Il faut qu'il soit à 100%. Et j'ai appris que sur les courriers longs, par exemple un France-Réunion, un France-Île Maurice, un France-Chine, peu importe, sur les courriers longs, le démarrage, pendant les premières 20 minutes, l'avion consomme quasiment 70% de son kérosène. Alors qu'une fois qu'il est en vitesse de croisière, ça décolle et il n'y a plus de problème. Donc vraiment, c'est de commencer à fond dès le départ. Et pour commencer à fond dès le départ, il faut apprendre soi-même et il ne faut pas compter les heures. Dans le monde de la startup, ça c'est ce que j'ai appris en numéro un. En numéro 2, ce serait déléguer. Déléguer, c'est super important de déléguer, mais il faut déléguer que et si, et seulement si surtout, on a déjà maîtrisé la compétence. Ou qu'on a compris la compétence en bidouillant dessus.
On ne peut pas déléguer, par exemple, la comptabilité si on n'a aucune notion de comptabilité. Ouais, mais moi je suis, je sais pas moi, artiste, je veux me concentrer sur mon art, pas sur les problèmes de chiffres. Oui, mais si vous recrutez quelqu'un qui est pire que vous et qui veut pas du tout se concentrer sur les problèmes de chiffres et que vous payez et que vous vous rendez compte qu'il déclare mal, derrière le bâton peut être encore plus dur parce que vous allez payer des retards, des mal déclarations. Vous pouvez vous faire requalifier fiscalement, c'est encore pire que de, de carrément le faire soi-même. Il faut d'abord comprendre soi-même et puis ensuite il faut, euh, il faut, il faut tout simplement faire la comptabilité. Donc avant de déléguer, euh, maîtriser son savoir. Je diffuse aussi en live sur Twitch, qui est une plateforme de streaming. Et en fait, je vais arrêter de le faire parce que c'est très toxique. Je suis là pour donner de l'information et je vois des gens qui se moquent. Donc c'est un peu bizarre cette plateforme-là. C'est une plateforme pour les jeux vidéo d'habitude, mais les gens ils se permettent derrière un pseudo de critiquer. C'est parce ils ont pas de vie et je ne donnerai pas plus de temps à ce genre de personnes, mais c'est pas très très grave. C'est important de le dire aussi. Parce que ça fait partie de quand je regarde les commentaires, et ben voilà, je vois plein de critiques, plein d'insultes aussi racistes, ce qui est encore plus grave. Euh, et c'est étonnant comment les gens se permettent de critiquer, d'insulter à travers leur écran envers une personne qu'ils ne connaissent pas du tout et qui est juste là pour donner euh, de la plus-value. C'est dommage pour eux, j'ai beaucoup de compassion pour ces personnes-là qui n'aboutiront pas à grand-chose dans la vie. Bref, dans la délégation, il faut d'abord du coup maîtriser la solution. Ensuite, il ne faut jamais attendre que ça vienne des autres dans le milieu de la startup. Ça, c'est bien quelque chose que j'ai bien compris aussi. Il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres, mais ça ne viendra pas automatiquement des autres. Il faut savoir l'idée, et si ça ne va pas, c'est à soi de prendre les rênes, c'est à soi de prendre la main, et c'est très très important de savoir être leader quand il y a un problème qui se présente. Parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est 80% de gestion de problèmes, de gestion de merde, et 20% de plaisir, j'ai envie de dire, dans un premier temps. J'ai envie de aussi passer à l'exemple d'une startup de lessive. C'est une startup qui disait je viens chez toi, je prends les vêtements, je les lave et je te les ramène. Est-ce que tu es prêt euh, à me payer Je crois que l'abonnement c'était à 45 euros par mois pour que je fasse tout ce service-là, peu importe la quantité de vêtements, etc. etc. Bon, cette startup, elle a connu un problème, c'est que personne se souscrivait à son offre, même pas la copine, même pas la mère, même pas le frère du créateur, alors que c'est ses personnes proches. Même eux ne prenaient pas ce service-là. Donc il a commencé à se poser plein de questions très techniques. Est-ce que c'est parce que le fait de prendre rendez-vous avec le livreur, c'est dérangeant? Est-ce qu'il y a un système pour faciliter le dépôt des vêtements quelque part pour effectivement faire la lessive plus correctement, plus facilement, pour pas que ce soit une contrainte de prendre rendez-vous avec nous pour faire la lessive? Quand je dis nous, c'était la startup qui parlait, hein, bien sûr. Et Oussama, qui est le cofondateur de The Family, qui est un groupe à Paris, il dit tout simplement, est-ce que vous avez essayé de réduire le prix? Non, bah on va mettre un petit coupon de peut-être 10%. Non, non, c'est pas avec des petites actions que vous allez arriver à des grands résultats. Si vous voulez des grands résultats, on va tester quelque chose. On va faire moins 50% pour voir comment ça fonctionne. Bon, bah, The Family, c'est quand même le cofondateur, donc il connaît bien. La petite startup suit les conseils, elle a fait moins 50%, bim, ils ont eu 5 fois plus d'inscrits. Ok, le cofondateur dit, ok, bah là, il faut encore baisser le prix, c'est clairement un problème de prix au niveau du market dans la startup. Et il décide encore une fois de réduire le prix de 80%, donc ils sont à peu près à une dizaine d'euros cette fois-ci. Et là, la petite startup décolle.
elle décolle. Elle décolle, donc en fait, c'est pas la lessive, c'était pas un marché de qualité, c'était pas un marché où les gens n'avaient pas envie de faire leur lessive par quelqu'un d'autre, c'était juste, ça coûtait trop cher à leurs yeux pour faire laver des vêtements. Donc ok, donc ils ont baissé leurs coûts, ils réduisent leur marge, et bien là leur problème c'est plutôt des problèmes de logistique. Comment ils font pour réduire le coût de la logistique, comment ils font pour aussi être dans les meilleurs délais possibles, etc. etc. Donc c'était toutes les questions que la startup devait répondre. Et ça c'est hyper intéressant de voir que si on ne connaît pas son cœur de cible, si on ne connaît pas la catégorie de personnes qu'on est en train de viser, de toucher, bah, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Euh, dans les fonctionnalités aussi, dans la startup, je fais un petit déclic là. Quand on est une startup et qu'on a une entreprise, après, bien sûr, tout ce que j'ai, essayez de voir comment vous pouvez le transposer dans votre vie. Ne pas voir ça comme une startup et voir aussi peut-être vis-à-vis de votre vie, ça peut être intéressant. C'est juste une info, un petit conseil peut-être. Euh, et là-dessus, j'ai vu déjà que dans certaines startups qui avaient beaucoup de fonctionnalités, donc beaucoup de choses qu'ils savaient faire plusieurs cordes à leur arc, bah, les utilisateurs qui venaient, bah, ils ne savaient pas trop quoi faire, il y avait trop de choses. Et il y a des utilisations qui rapportaient beaucoup d'argent et d'autres qui rapportaient pas d'argent et qui embrouillaient le consommateur parce que c'était trop vague par rapport à l'utilité principale de l'application. Le conseil alors, ça a été de supprimer le surplus en fait. Certes, ça sert, mais si on supprime le surplus, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'utilisateur n'a pas d'autre choix que d'utiliser le premier ou la première fonctionnalité ou les deux premières fonctionnalités et supprimer la troisième par exemple. Et du coup là, on voit une augmentation du temps passé, une augmentation de l'utilisation et aussi une meilleure justesse dans l'utilisation parce qu'il y a une meilleure justesse pour la personne parce qu'elle trouve que c'est plus utile et aussi pour le créateur parce que le créateur, devinez quoi, bah, gagne plus d'argent tout simplement. Donc il ne faut pas hésiter dans sa vie à supprimer le surplus qu'on a pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. L'entourage. L'entourage. Alors, quel est le problème de l'entourage? Dans l'écosystème de la startup, c'est d'autant plus important d'avoir un entourage solide. On l'avait déjà dit hier en temps de crise qu'il fallait un bon entourage et qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous lors du Miracle Morning. Et là, encore une fois, j'insiste sur l'entourage. Si vous avez un entourage qui ressasse les problèmes plutôt que les solutions, il est peut-être temps de changer d'entourage. Vous avez peut-être des personnes toxiques dans votre entourage. Il est peut-être temps de changer ces personnes toxiques. Il suffit que je le dise pour que vous puissiez penser à des personnes en tête. Il suffit que je dise ça pour que vous puissiez penser à des personnes en tête. Dans la vie d'un entrepreneur, s'il y a une chose, le plus important, c'est l'entourage. J'étais dans un incubateur où il y avait à peu près une trentaine de startups. Et il n'y avait pas photo que les entrepreneurs qui réussissaient, c'était les entrepreneurs qui étaient toujours en train de sourire. C'était fun. Même si la boîte n'allait pas, bah, c'est pas grave. J'ai mon mari à la maison qui est là, qui m'attend, on va bien rigoler. Et il est conscient de ce que je fais. Et puis ce que je fais, de toute façon, c'est vraiment ma passion. Donc c'est pas un problème. Moi, quand j'ai lancé ma startup, je me rappelle qu'il y avait quelque chose de très difficile. Les personnes qui sont censées m'aimer le plus, donc ma famille, étaient les personnes aussi qui avaient le plus peur pour moi. C'est normal, hein, j'avais la vingtaine, je devais avoir 21, 22 ans peut-être à l'époque. C'était ma deuxième entreprise, donc forcément ils se posaient des questions, surtout que la première entreprise avait déjà échoué. Non, c'était ma troisième, mais c'était la deuxième qui avait échoué. La première, elle a réussi. Donc ma troisième entreprise et la deuxième avaient échoué assez lamentablement, donc ils se posaient des questions, ils avaient peur. Et c'est normal d'avoir peur pour vos proches. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils instauraient des doutes en moi. Le projet était validé par des grandes enseignes, des grands groupes comme Biocop,
comme Intermarché. Et pourtant, ma famille doutait encore de la validité de cette application. Ils disaient ouais mais si, etc. Non mais tu vas devoir partir à Toulouse, tu connais pas Toulouse. Non mais je reviens des États-Unis, j'étais parti sur un autre continent, ça vous dérangeait pas. Mais quand je pars à Toulouse, ça vous dérange. Enfin, il y avait des choses très très bizarres. C'était assez marrant d'ailleurs. Donc la famille est vecteur souvent par bienveillance. Elle veut être porteur de conseils et de véhicules et vous ouvrir les œillères, mais parfois aussi elle est excessivement craintive. Donc peut-être pendant l'entrepreneuriat, il faut juste dire à ses proches, maman, papa, frérot, sister, je sais pas comment on dit ça j'ai pas de sœur donc je sais pas comment dire ça, et tout simplement dire je vais entreprendre, ça va être une période qui va être intense pendant peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, je vais être à fond. Je vous demande juste de me supporter, d'être avec moi et de garder vos critiques émotionnelles pour vous-même. Si bien sûr vous avez des suggestions constructives, je suis preneur. Mais gardez vos critiques qui émanent de l'émotion pour vous-même, car j'ai vraiment besoin d'être concentré et d'être à fond. Est-ce que vous acceptez? Et généralement, quand c'est pour de l'action, quand c'est pour être dans la réussite, on vous suit. On vous suit. Les parents vous suivent. Et c'est normal. Et c'est normal qu'ils vous suivent. Donc, salut à Sabriti qui est sur Twitch. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, ça, quand on a le bon entourage, bien sûr, souvent, quand on avance, on a une équipe. Une équipe qu'elle soit prestataire, une équipe qu'elle soit salariée, une équipe qui soit juste de pairs, de mentors, ou juste d'amis avec qui on aime bien partager nos difficultés comme nos réussites. Il est important d'être encore une fois transparent. C'est une répétition par rapport au sujet d'hier, mais vous allez voir que même dans le monde de la startup, c'est très très présent. Et ça a été encore dit il n'y a pas longtemps par un incubateur qui est très connu, qui est l'incubateur de Xavier Niel. Donc, quand il y a des problèmes au sein d'une entreprise, au sein d'une startup, les clients n'ont pas forcément besoin de savoir, l'extérieur, les customers comme on dit. Eux n'ont pas forcément besoin de savoir que la startup va mal. Eux n'ont pas forcément besoin de savoir que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Par contre, les personnes qui ont besoin de savoir, c'est les personnes à qui vous vous confiez. C'est souvent les membres de votre équipe, ceux qui travaillent avec vous ou pour vous. Eux, ils ont besoin de savoir ce qui se passe de A à Z. Parce que si jamais les trésoreries vont mal et que vous leur dites pas, ils vont dire... Et le jour où ils le savent, parce qu'un jour ça se saura, ils vont vous tenir doublement, triplement responsable. Par contre, si vous le dites dès le départ que la trésorerie va mal, c'est ce qu'on a fait avec nos cofondateurs à l'époque, tout le monde en rigolait. On avait un ingénieur qui a décidé d'arrêter d'être payé parce qu'il voyait bien qu'on était deux jeunes et que lui il avait la cinquantaine. Il a décidé d'arrêter d'être payé. Il a dit non mais de toute façon moi je gagne bien ma vie avec mon boulot d'à côté. Et donc je vous fais ça si ça marche, je voudrais bien des parts de la société. On a dit ok, ça nous arrangeait et de toute façon c'était gagnant-gagnant. Les propositions gagnant-gagnantes, ça vaut le coup de y réfléchir et peut-être d'accepter. Et puis il y avait notre prestataire qui savait, et puis si vous faites faillite, au pire vous me paierez moins. Bon, tout le monde le savait quoi. Donc peut-être que en externe vous n'êtes pas obligé de le faire savoir, en interne toujours faites-le savoir, c'est important. C'est important que les personnes à l'intérieur, en interne, sachent. Et dans la vie d'un entrepreneur, parce qu'on n'est pas aujourd'hui habitué dans notre société à parler d'émotions, on n'est pas habitué à parler d'émotions dans la vie d'un entrepreneur, souvent il y a un décalage entre un problème grave et la dépression. Votre startup, votre entreprise, votre projet peut connaître un moment très très difficile au niveau de la startup.
peut connaître un problème très très difficile. J'ai remarqué que moi, la plupart des solutions que j'ai eues durant mon moment difficile, ce n'est pas de moi parce que quand je suis dans une période difficile, j'ai les œillères comme ça, je ne vois plus rien. C'est tout simplement quand une personne me demande comment ça va, je pense que le fait que vous dites, pardon, bah ça va pas. Tout de suite, la personne se met en position d'attention et d'écoute. Elle, avec sa vision de l'extérieur. Et là, quand tu lui dis, bah ça va pas parce que A plus B, la personne de l'extérieur fait, ah ouais, c'est intéressant. Et est-ce que tu as pensé à faire ça? Et des fois, rien que ça peut débloquer un problème sur lequel vous êtes pendant des semaines, voire des mois. Elle te le débloque en une phrase, en 2 minutes ou en quelques heures. Parce qu'il y a eu discussion, il y a eu vulnérabilité. Mais vous voyez, quand vous dites un problème, ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, ça ne veut pas dire que vous êtes... Ouais, que vous êtes triste. Vous avez juste un problème, vous essayez de le régler. Et une fois qu'il est réglé, vous passez à la chose suivante. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur, c'est de régler les problèmes. Et de toute façon, les échecs font partie de la vie d'un entrepreneur. Ça, je ne le dirai jamais assez. Mon cabinet actuel qui aujourd'hui me fait gagner pas mal d'argent, plus de 5 chiffres par mois, bah, c'est déjà ma 8e entreprise. J'en ai connu des échecs. Et effectivement, au bout de certains échecs, les gens autour de vous vous donnent une vision de c'est quelqu'un qui commence mais qui ne finit jamais. Je suis jugé très fortement comme ça par ma propre famille et c'est blessant parce que ces personnes-là n'ont pas, c'est blessant si on ne se détache pas. Mais souvent c'est blessant parce que ce sont les personnes les plus proches de nous qui nous jugent. Et ils n'ont pas toutes les tenants et les aboutissants, ils se permettent de donner des jugements qui peuvent blesser. Et moi c'était le cas, c'était très blessant. De dire tu devrais être salarié parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi. C'était quelque chose de très blessant et j'y ai cru, c'est ça le pire. J'y ai cru pendant 2 ans, je suis parti dans le salariat et j'ai jamais été aussi dépressif. J'étais plus dépressif en salariat en faisant un métro boulot dodo que de rater un startup où ça bougeait tout le temps et qu'il y avait plein de problèmes certes, mais c'était dans l'action quoi. Et c'était ma nature d'être dans l'action. Bien sûr, ils sont inquiets plutôt, dit Brice. C'est tout à fait ça, ils sont plutôt inquiets. Et je les porte pas en porte-à-faux. Enfin, c'est juste vraiment pour illustrer mes propos. Aujourd'hui, ça se passe très bien et j'adore ma famille et tout se passe très bien, hein, je vous rassure. C'est juste que c'est pour illustrer aussi mes propos et les difficultés que j'ai vécues. Mais aujourd'hui, tout va très bien avec eux. Et ce que j'ai envie de parler, parce que maintenant que j'ai parlé des gravités, des problèmes de la startup, il faut quand même parler du côté plaisir. Dans la startup, quand on lance quelque chose, je vous ai dit il faut mettre à 100% pour que l'avion décolle. Ok, on va brûler 70% du kérosène pendant les 20 premières minutes. Et bien là, ça va être pareil. Pendant les premiers mois, on doit se donner à 100% pour faire décoller l'avion. Mais quand je vois des entrepreneurs qui viennent me voir et qui disent oh, je suis lessivé, j'en peux plus, etc. Mais est-ce que pendant la phase de création, ça te plaît? Est-ce que ça te plaît? Hop, il y a Louisa qui est venue sur le Zoom. Je vous rappelle que vous pouvez venir sur le Zoom. Même, je vous conseille de venir sur le Zoom parce qu'il y a une session de questions-réponses juste après. Si vous voulez le numéro, n'hésitez pas à me le demander, c'est très important. Hop, je me permets de couper les micros par contre pour ne pas avoir de son supplémentaire. Donc moi, j'appuie sur le fait qu'il faut s'amuser en startup. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser pas forcément au sein de la startup, mais si vous avez des passions, ne les oubliez pas. Ne les oubliez pas. Si votre passion c'est de dessiner, n'oubliez pas de dessiner. Si votre passion c'est d'aller jouer au golf, n'oubliez pas d'aller jouer au golf. Si votre passion c'est de faire du tennis, n'oubliez pas d'aller faire du tennis. Si c'est de passer du temps avec votre famille, que ça vous apporte énormément de joie, n'oubliez pas de passer du temps avec votre famille. C'est très important de savoir où est le degré d'amusement parce que c'est très important de travailler, mais il faut aussi s'amuser. Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce qui te fait vibrer?
Parce que quand on a bien maîtrisé une compétence et qu'on va déléguer à une personne, c'est généralement pour nous libérer du temps. Et quand on se libère du temps, c'est pas tant pour le remettre autre part dans la startup. C'est pas tant pour le mettre autre part dans la startup pour retravailler plus. On peut le faire au départ, mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir lâcher prise. C'est plutôt pour le mettre là où ça te fait kiffer. Si c'est dans ton entreprise, tant mieux. Mais si c'est pour faire quelque chose avec ta famille, etc., c'est très bien aussi de couper les, la concentration, couper les ponts avec l'entreprise de temps en temps. Et ça, j'en reparlerai dans la vidéo de demain qui est la vidéo sur la concentration. Teasing, teasing. Et du coup, qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est la question que je pose. Et je pense que le thermomètre, le vrai thermomètre de l'entrepreneur, c'est la joie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Moi, dans mon métier aujourd'hui, le métier, bien sûr, me plaît beaucoup. La technique liée au métier me parle. Mais ce qui me parle encore plus dans mon métier, c'est déjà la relation que j'ai avec mes clients, le fait de les voir progresser petit à petit, de leur expliquer alors que je vois que c'est un monde qui est très très loin d'eux, la finance. Et aussi, j'ai une deuxième casquette, c'est celui de formateur, et c'est de former les gens à exercer mon métier. Parce que c'est un métier où il manque de la demande, c'est un métier qui est utile au point de vue de la société. Et donc, je prends vraiment deux équilibres qui me font vraiment kiffer au sein de mon métier. Et vous, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Et là, j'ai envie de prendre la startup Hitch. Je ne sais pas si vous connaissez Hitch. C'est comme Uber, mais sauf qu'ils ont fait la promotion que auprès des étudiants. Parce que c'était censé ramener les étudiants après après leur fin de soirée. C'était concentré sur ça, Hitch. Sauf qu'ils ont tellement bien fait ça auprès des étudiants, ils étaient tellement moins chers qu'Uber et payaient tellement mieux leurs conducteurs que ça s'est généralisé à de la conduite un peu pour tout le monde après. Mais leur cœur de cible, c'était les soirées, les sorties de soirée pour les étudiants et c'était tout. Parce que ça coûtait moins cher. Et ça coûte toujours moins cher qu'un Uber ou que n'importe quel VTC d'ailleurs. Je vous invite à regarder Hitch. Et il faut savoir que Hitch, c'est une entreprise qui a connu 3 gros moments de blocage. D'abord par l'État, tout simplement. Ensuite, même par la cour par la cour de justice, ils ont été condamnés. Et enfin, même lors d'un live, François Hollande avait dit que Hitch était illégal. Si le président de la République vous dit que vous êtes illégal, généralement, on peut le dire, ça pue, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hitch ont tenu bon. Hitch a recruté des avocats pour savoir quelle était la zone de jurisprudence. Ils étaient dans la toute légalité. Donc, ils ont continué à faire leur métier. Et même Hitch a fait une superbe levée de fonds. Une superbe levée de fonds. Et quand ils ont fait cette superbe levée de fonds, qu'ils ont un peu durci les règles au niveau du recrutement des conducteurs, c'est devenu une boîte comme Uber. Pourquoi Uber serait légal et pas Hitch? C'est la question qu'il fallait se poser aussi. Donc après la superbe levée de fonds, pendant la levée de fonds, il y a un des investisseurs qui a dit: ah ouais, ça a dû être dur. Ça a dû être dur. Ça a dû être très dur. Et c'est là que c'est intéressant parce que tout simplement, les fondateurs, les cofondateurs de Hitch disaient: mais moi, j'ose pas leur dire que c'est pas été dur, quoi. Parce que pendant toute l'aventure, c'était très humain, c'était très fun. On a certes eu des gros moments de stress, notamment quand François Hollande dit c'est une application illégale. Mais mis à part ça, c'était un moment humain, quoi. L'équipe était humaine, tout se passait bien. Donc c'était un moment fun et je n'osais pas dire que ça s'est mal passé, quoi. Donc encore une fois, le thermomètre de l'entrepreneur, c'est la joie. C'est la joie. C'est le fait de savoir s'amuser, couper, en même temps travailler avec forte intensité. Et ça, c'est la concentration que nous verrons demain. En gros, dans la vie d'un entrepreneur, surtout dans la vie d'une startup, c'est vraiment l'action et la gestion des problèmes. L'action et la gestion des problèmes. Alors j'ai un appel. Bon, je ne peux pas prendre l'appel quand même. C'est l'action et la gestion des problèmes.
et ben, je vous invite tout simplement à ne pas subir ces problèmes et être dans l'action. Donc, c'était la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui. Il est déjà 7h31. Je vais vous inviter du coup à noter la journée de demain. Ça va être sur la concentration. Pas la pleine conscience, mais vraiment la concentration au sein de, euh, de la vie d'entrepreneur, au sein de la vie de créateur et la vie de tout le monde en fait. Merci à vous d'être là aussi, Brice, Louisa, et à toutes les personnes qui sont aussi présentes sur Facebook, YouTube et Twitch aussi. Et je vous invite à vous abonner à en laissant votre mail à www.cercledali.fr, et je vous dis à demain 7h pour parler de concentration. Et comme on ne se quitte jamais, je vous dis à tout à l'heure. Au revoir. Salut, c'est Alexis de l'équipe Dali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle Dali.